Jean-Louis Harouel est notre invité. Jean-Louis Harouel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégé de faculté de droit, vous êtes professeur d'histoire du droit à Assas, spécialisé notamment dans l'histoire de l'administration et de la ville. Vous avez écrit l'anthologie de la pensée économique de Jean Froissier. Vous avez également écrit sur l'art contemporain avec un ouvrage très remarqué qui était la grande falsification. Et depuis 2012, vous avez des livres peut-être plus politiques ou en tout cas plus polémiques avec le vrai génie du christianisme et le livre dont nous allons parler, Encore que Revenir à la nation. la grande falsification était déjà extrêmement polémique. Et politique. Et politique, oui. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Eh bien, c'est l'ouvrage précédent, Le vrai génie du christianisme, qui m'a amené à constater que le succès de l'Occident tenait à plusieurs choses. D'une part, le succès historique de l'Occident tenait à plusieurs choses. D'une part, la disjonction du politique et du religieux. Et d'autre part, j'ai découvert l'influence de la pensée biblique dans la construction de la nation européenne. Et j'ai eu l'idée de poursuivre cette piste et de la remonter jusqu'à notre époque. Et j'ai pris conscience de cette dialectique, pas de cette dialectique, de cette combinaison entre universalisme et particularisme qui était à l'origine du succès de l'Occident. Et il est clair que actuellement, du fait des dérives civilisationnelles que j'appelle post-christianisme, on est dans un univers complètement universaliste, avec une religion universaliste, et qu'on est terriblement en manque de particularisme. Et ce livre est un plaidoyer, non pas contre l'universalisme, mais pour une combinaison entre un nécessaire universalisme et un indispensable particularisme national. Alors pour que les gens se repèrent, le livre est composé en 3 parties. Il y a une partie, la première partie qui est plutôt un constat de la situation dans laquelle on vit. Ensuite, il y a une proposition donc, de revenir à la nation avec pour modèle l'État d'Israël, l'État-nation d'Israël. Et enfin, des pistes pour sortir un peu de la crise, notamment identitaire, que vit l'Europe et plus particulièrement la France. C'est ces 3 grandes parties que vous avez... On sera peut-être surpris de trouver cette référence à l'État d'Israël. Elle vient du fait que, historiquement, on peut constater que l'Israël antique a été, pour les peuples européens, leur professeur de particularisme national. Et dans cette mesure, l'État d'Israël, qui est le prolongement des États européens du XIXe siècle, puisque ce n'est pas autre chose qu'un État européen au Moyen-Orient, construit sur les bases du nationalisme du XIXe siècle, dans le prolongement du printemps des peuples de 1848, l'État d'Israël apparaît à certains égards comme un conservatoire de l'État national européen tel qu'il a pu exister au XIXe siècle. Et c'est dans cette mesure qu'il peut nous servir, que j'écris quelque part, qu'il est notre plus naturel professeur de particularisme. Et Israël serait le dernier État-nation aujourd'hui, selon vous ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais disons que il assume son rôle d'État-nation. Il n'est pas le seul. J'aurais pu prendre, évidemment, aussi comme référence la Suisse. La Suisse qui assume admirablement son rôle d'État-nation, avec en plus les complexités de son modèle fédéral, mais la Suisse était aussi un modèle. La Suisse est aussi un modèle, mais Israël, du fait de son histoire et du fait qu'il s'est construit sur le modèle de l'État-nation européen du XIXe siècle, Israël, évidemment, constitue un modèle d'énergie nationale. Dans mon livre, il ne s'agit pas de reprendre tel quel, de décalquer des solutions de l'État d'Israël, mais d'observer que c'est un modèle d'énergie nationale, et c'est un État qui, comme la Suisse, et comme d'autres encore, montre que l'on est mieux petit, seul et déterminé que perdu dans un magma confus qui vous étouffe et qui vous tue. Mais à l'heure des grands empires, avec l'empire américain, l'empire chinois, est-ce que c'est pas un peu compliqué pour un État comme la France, qui est quand même relativement petit, de se faire sa place dans le monde ? C'est compliqué, je suis bien d'accord, c'est compliqué. C'est horriblement compliqué, c'est horriblement difficile. Je n'ai jamais pensé que ce serait une partie de plaisir. Mais de toute façon, rien ne peut être pire que cette descente aux abîmes dans laquelle nous sommes inexorablement entraînés par cette inclusion dans ce gigantesque espace européen qui refuse d'avoir une identité et de toute manière dont
l'abolition des frontières et l'adoption d'une monnaie commune est suicidaire pour toute une série de pays européens. Tous les pays qui n'ont pas le niveau de compétitivité de l'Allemagne sont inexorablement appelés à mourir. D'ailleurs, un grand patron allemand, M. Henkel, déclarait il y a quelques semaines que la monnaie française, eh bien, elle était 25% trop chère. Enfin, plutôt qu'il fallait la dévaluer de 25% par rapport à l'euro, au niveau actuel de l'euro, pour qu'elle soit compatible avec les réalités de l'économie française. Le problème de cette Europe, et on l'a bien vu lors du scrutin, beaucoup de Français en ont pris conscience, beaucoup d'Européens en ont pris conscience, on est même étonné qu'il n'y en ait pas plus qui en aient pris conscience. Mais le problème de cette Europe, c'est que on ne peut pas faire vivre ensemble des économies aussi disparates. Par définition, certaines sont perdantes, et sont perdantes d'une manière, seront perdantes à terme d'une manière radicale. On ne peut pas vivre indéfiniment sur des mensonges économiques, et on ne peut pas vivre également sans une identité. Et c'est un autre registre. L'Europe actuelle refuse son identité. L'Europe a une identité. Elle a une identité, mais elle ne veut pas le savoir. L'identité de l'Europe, c'est fondamentalement un continent qui, pendant 1500 ans, a refusé d'être musulman. Fondamentalement, si on devait définir l'Europe, c'est ainsi qu'on le définirait. Un continent qui, pendant un millénaire, presque un millénaire et demi, a refusé d'être musulman. Et ça, évidemment, ça ferait hurler les responsables européens si on leur demandait de proclamer une chose pareille. Et vous parlez beaucoup d'ère post-nationale dans votre ouvrage. Quand est-ce que commence l'ère post-nationale ? Je reprends cette expression à Habermas. Habermas qui célèbre le passage à une ère post-nationale. Bien, cette ère post-nationale, nous y sommes entrés progressivement avec cette construction européenne qui paraissait sympathique dans les années 1950, 1960 et encore 70. Ce processus européen paraissait sympathique. La communauté économique européenne charbon-acier, la CECA, à la fin des années 40, cela paraissait sympathique. Et je dirais qu'il y a dans l'Europe des aspects très positifs. Mais ils sont peu nombreux. Les aspects très positifs, moi j'en vois un majeur, ce sont ces grands mouvements d'étudiants qui vont d'un pays à l'autre, voir comment c'est, étudier, connaître, comprendre, aimer. Et ça, les programmes Erasmus et autres, c'est très sympathique. Mais le passage à l'ère post-nationale, il s'est opéré, vous le savez bien, il s'est opéré avec ces abandons progressifs et croissants de souveraineté auxquels les États européens ont été contraints et qui se sont faits sans aucune consultation des peuples concernés. Et quand il y a eu consultation, vous savez également aussi bien que moi, que quand il y a eu consultation, on n'en a pas tenu compte. Et quand la consultation a été négative, comme ça a été le cas en France et aux Pays-Bas, on n'en a pas tenu compte, on a passé outre et on a continué. On a continué sur un mode religieux cette marche en avant à cette Europe. Alors, il est clair que l'abandon des frontières... En fait, soyons clairs, une unité monétaire, une unité commerciale, une unité économique, un abandon des frontières, tout ça c'est possible, à condition d'avoir un pouvoir politique unique. Maurice Allais, qui était un grand Européen, un grand fédéraliste et un grand économiste, notre seul prix Nobel d'économie, Maurice Allais disait qu'on ne peut pas avoir de monnaie unique, on ne peut pas avoir d'abolition des frontières, on ne peut pas avoir d'espace de Schengen si on n'a pas un pouvoir politique unique. Et si on n'a pas, et ça c'est moi qui l'ajoute, si on n'a pas en permanence des transferts de financement des parties les plus riches de l'Europe vers les parties les plus pauvres de l'Europe. Actuellement, en France, il y a un transfert permanent des parties les plus riches vers la Lozère, par exemple, ou vers le Lot. Il est clair que le département du Lot ou celui de la Lozère ne pourrait pas payer les travaux publics, les ponts, les routes, les fonctionnaires qui y sont affectés. Ce sont les parties les plus riches du territoire national qui payent pour cela. Alors, si on voulait une parfaite unité européenne, actuellement, c'est un peu l'ancienne que l'on entend, il faut aller plus loin, entrer dans le fédéralisme. Oui, mais il faut à ce moment-là que les contribuables allemands acceptent une fois pour toutes de payer pour les routes et les fonctionnaires espagnols, italiens, grecs, français et autres. Et vous parlez également parallèlement d'idéologie post-chrétienne qui accompagne ou qui sont à l'origine peut-être de ce phénomène post-national. C'est l'origine. C'est l'origine. C'est l'origine, c'est cette constatation que ça concerne plus particulièrement l'Europe et à un moindre degré les États-Unis. Au fur et à mesure que la pratique religieuse chrétienne s'est effondrée, eh bien,
des valeurs évangéliques dévoyées ont imprégné l'ensemble de l'idéologie et l'ensemble du droit. Aux époques de foi et de pratiques religieuses, notre droit était très peu imprégné de valeurs évangéliques. C'est maintenant, à l'époque où il y avait des crucifix dans les palais de justice, le droit n'était pas du tout imprégné de valeurs chrétiennes. Mais maintenant que la pratique religieuse s'est effondrée, chrétienne s'est effondrée, eh bien ces valeurs détournées de leur but, parce que leur finalité, elle est spirituelle, elle n'est pas temporelle, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Ces valeurs, elles ont imprégné la morale sociale, le droit, et le droit actuellement est devenu une véritable religion post-chrétienne. Et vous proposez en quelque sorte l'Ancien Testament pour faire l'État et le Nouveau Testament pour faire l'individu. Exactement, tout à fait, vous m'avez parfaitement compris. L'État a besoin de valeurs de durée, et finalement, les valeurs de durée, on les trouve dans le décalogue. Et sur ces idéologies post-chrétiennes, donc vous évoquez aussi pas mal la question du millénarisme. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le millénarisme et quelles sont ses répercussions aujourd'hui en France et en Europe? Oui, c'est passionnant cette affaire du millénarisme. On est en plein millénarisme. Le millénarisme, donc, c'est ce que j'appelle un antichristianisme chrétien. Chrétien parce qu'on se réclame de Jésus, antichristianisme parce que c'est la négation de la révolution spirituelle du Christ. Le millénarisme, c'est la croyance en l'aptitude de l'humanité à créer le paradis sur la terre. Alors, dans le cadre de la chrétienté, c'était Jésus va venir régner pendant 1000 ans, et pendant 1000 ans vont régner sur la terre la paix, l'abondance, la justice, et dans beaucoup de cas de figure, on pensait aussi le communisme. Donc ça a été, à travers les siècles, depuis l'Antiquité chrétienne jusqu'au XIXe siècle, le millénarisme a été un grand mouvement se réclamant de Jésus et voulant faire sur la terre le paradis. Et l'un des derniers représentants du millénarisme religieux, c'est l'allemand Weitling, qui expliquait que Jésus n'avait rien compris parce qu'il était trop près de l'événement, que le vrai royaume du ciel, le vrai royaume de Dieu, c'était la société sans classe de l'avenir. Donc il préconisait la révolution prolétarienne, la dictature du prolétariat et la société communiste. Et Marx, qui avait été passionné par Weitling, Marx a sécularisé ce millénarisme de Weitling. Alors, tous les socialismes du XIXe siècle, marxistes ou non, sont des variantes de millénarisme. On va faire le paradis sur la terre. Et on peut observer qu'actuellement, le millénarisme qui a le plus le vent en poupe, c'est le millénarisme de la religion des droits de l'homme, le droit de l'hommisme, qui n'est d'ailleurs qu'une variante de cette religion de l'humanité qui avait été inventée dès les années 1830-1840 par Pierre Leroux, par le socialiste Pierre Leroux, inventeur d'ailleurs du mot même de socialisme. Et François Furet observe que ce millénarisme, il ne parle pas de millénarisme, François Furet observe que cette religion des droits de l'homme, car il parle de religion des droits de l'homme, prend la place du communisme pour nous empêcher de penser et de voir véritablement les problèmes politiques. Et il est clair que le moment, ça c'est Jean Carbonnier qui l'observe, c'est à la fin des années 1980 que la religion des droits de l'homme va prendre un tour pratiquement fanatique, et c'est exactement au moment où s'effondre l'Union soviétique. Sur le plan de la coïncidence chronologique entre l'avènement à plein de la religion des droits de l'homme et l'effondrement du communisme, c'est parfait. La coïncidence est parfaite. La religion des droits de l'homme dans laquelle nous vivons prend tout de suite le relais du communisme au moment de son effondrement. Et vous avez un regard assez critique, notamment à l'égard de Jean XXIII. Vous écrivez à son sujet, sur Jean XXIII, le tournant s'est placé sous le pontificat de Jean XXIII quand le pape a déclaré qu'il lui fallait intervenir non seulement en raison du salut des hommes, mais aussi au nom des droits de l'homme. Donc l'Église a été contaminée par cette pensée post-chrétienne. Ce n'est pas de ma part une condamnation, bien sûr, mais il me semble quand même que l'on peut dire, qu'il y a actuellement dans l'Église deux religions, la religion chrétienne, la religion catholique, mais qu'il y a aussi
comme il y a eu à certaines époques, aux grandes époques de la théologie de la libération ou du progressisme, il y avait un communisme baptisé qui traînait dans l'Église. Dans certaines parties de l'Église, il y avait une sorte de communisme qu'on essayait de baptiser, et bien actuellement, ce que l'on peut appeler la religion humanitaire est aussi dans l'Église, elle est présente dans l'Église. Or, la religion humanitaire, elle est très proche dans ses objectifs éthiques, elle est très proche de la religion chrétienne, mais c'est une religion séculière. Et de ce fait, il me semble qu'il y a, dans une certaine mesure, cohabitation dans l'Église entre deux religions, la religion chrétienne, qui est une religion orientée vers le salut, et la religion humanitaire, qui est une religion aux objectifs terrestres. Donc l'Église a peut-être tendance à trop s'intéresser à la politique, finalement? L'Église a toujours eu tendance à trop s'intéresser à la politique. L'Église, ça a toujours été la tentation de l'Église. Comme ça a toujours été la tentation de l'État de s'intéresser à la religion, ça a toujours été la tentation de l'Église de s'intéresser à la politique. Au XIIIe siècle, lorsque la papauté victorieuse des Stauffen, des empereurs Stauffen, déclare que finalement le pape c'est l'empereur, il s'intéressait de très près à la politique et il prétendait régir, il prétendait avoir une plenitudo potestatis terrestre sur l'ensemble de la chrétienté. Au XIXe siècle, quand l'Église condamnait toute une série d'éléments du monde moderne, elle s'intéressait à la politique. Et on la critiquait beaucoup. On a critiqué énormément l'encyclique Quanta Cura et le syllabus. On a, dans les manuels d'histoire, de génération en génération, on a stigmatisé l'Église pour son engagement politique contre l'avènement du monde moderne. Mais l'Église n'était pas dans son rôle, mais elle n'est pas davantage dans son rôle maintenant, quand elle prend fait et cause pour la religion humanitaire. Et vous faites un lien entre... votre livre est paru juste avant les élections européennes. Est-ce que vous pensez que justement les résultats de ces élections qui ont vu des droites populistes, ou en tout cas qui sont dites eurosceptiques, arriver en tête, c'est une tendance qu'il va y avoir pour un retour aux nations européennes? Je l'espère. J'espère qu'il y aura un retour aux nations européennes parce que, telle qu'elle est partie, l'Europe actuelle représente une catastrophe pour une grande partie des peuples qui composent l'Union européenne. L'Allemagne tire son épingle du jeu très bien, et quelques pays plus performants économiquement que les autres, mais la France n'aura jamais le créneau économique, le créneau industriel de l'Allemagne. La France ne l'a jamais eu, elle ne l'aura jamais. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. La France ne fabriquera jamais ces machines-outils uniques au monde qu'achètent actuellement encore les Chinois et les pays émergents. Mais que se passera-t-il dans 20 ans ? Que se passera-t-il dans 20 ans ? On n'est pas du tout sûr que l'Allemagne ne sera pas dans une situation aussi embarrassée que celle de la France, par exemple, le jour où la Chine fabriquera elle-même ses machines-outils et ne les achètera plus chez notre voisin d'outre-Rhin. En tout cas, dans l'état actuel des choses, les peuples européens se martyrisent mutuellement. Les peuples européens se martyrisent mutuellement dans une union qui n'est pas réaliste, qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas possible. Et à la fin de votre livre, vous évoquez des différentes pistes de solutions, donc rétablir les frontières nationales, appliquer une politique de défense commerciale, en finir avec l'immigration-islamisation. C'est un ensemble de réformes qui doivent être faites au niveau de l'État, ou est-ce qu'elles ne pourraient pas être faites au niveau d'une nation Europe ou d'une entité européenne? Oui, mais on en revient toujours au même problème que tout à l'heure. Si on veut le faire au niveau d'une nation Europe, il faut que les partis les plus riches de l'Europe acceptent de financer durablement les travaux publics, la fonction publique, les investissements des partis les moins riches de l'Europe. À ce moment-là, c'est faisable au niveau Europe. Si le contribuable allemand veut bien payer ad vitam aeternam et génération après génération pour les pays les moins riches de l'Union européenne, à ce moment-là, c'est faisable. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, cette liberté de circulation au sein de l'Europe est quand même une catastrophe pour la plupart des peuples européens. En France, la liberté de circulation avec ces entreprises d'intérim des pays périphériques où la main-d'œuvre est la moins chère, où les charges sociales sont les moins chères, a pour conséquence d'achever après la perte des emplois industriels délocalisables,
c'est maintenant la perte des emplois industriels non délocalisables, puisque dans les grandes sociétés restées sur le territoire national, dans les unités de production restées sur le territoire national, on voit par exemple dans les chantiers de Cherbourg, on voit très bien que pour construire les navires qui sont commandés, eh bien, on fait venir dans une bonne mesure des plombiers d'ailleurs, et que pendant ce temps-là, les soudeurs, des métallurgistes qui viennent d'autres pays européens moins chers, au titre de l'intérim, et pendant ce temps-là, eh bien, les métallurgistes du département, du Calvados, eux, sont inscrits au chômage. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis Barouel d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Donc, je le répète, Revenir à la Nation aux éditions Jean-Cyril Godefroy, donc un livre en 3 parties qui s'intéresse notamment à le point choc du livre, c'est vraiment reprendre le modèle israélien comme idée de nation, revenir à la nation par reprendre le modèle d'énergie nationale. Non pas les solutions concrètes, mais le modèle d'énergie nationale. Très bien, merci beaucoup.